Et si vous nous écoutez depuis le deuxième samedi du mois d'août, oui, puisque vous le savez maintenant, de 11h à midi, en compagnie d'Alexandre Priam, on vous propose Sud Radio prend le volant. On aime bien nos volants, hein, d'ailleurs. Hein. Ah bah oui. Puis tu as vu les pilotes que l'on a dans cette émission? Incroyable. Ouais. Quelle équipe. Ah, j'adore. François Alain pour tout ce qui est voiture... on va dire historique, collection, mais pas que. Comment ça se passe d'ailleurs pour vous à la rentrée? On a des nouvelles de ce qui va se passer médiatiquement, monsieur l'animateur de voiture préféré des Français à la télé? Je mange à tous les râteliers. Je roule sur toutes les routes. Il y a d'ailleurs une annonce à passer. Non, tout va bien. Tout va bien, donc on vous retrouvera évidemment sur les antennes. Bien sûr. Ça n'arrêtera pas. Voilà. Monsieur Jean-Paul Nadéo, qui vous le savez est notre spécialiste des routes mythiques de France. Tout va bien aussi? Merci, chère Laurence. Et puis dans quelques instants, il y aura le conseil pratique de Luc Le Baron, garagiste et concessionnaire, pour bien vivre sa voiture l'été. Mais tout de suite, écoutez plutôt ça. Motoscooteristi di tutta Italia, unitevi. Il proletariato della strada è in marcia non più su 2 ma su 4 ruote. Le grandi, spaziose, sicure, levigate, deserte strade d'Italia vi attendono. Ça vous rappelle quoi cette publicité, monsieur François Alain? Ça me rappelle que l'Italie, évidemment, comme la France et comme tous les pays qui sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, ont eu besoin de se remotoriser. Alors les Italiens, évidemment, ils ont eu la Vespa, donc en 2 roues, et puis ensuite il a fallu passer aux 4 roues, donc il y a eu la Fiat 600 d'abord, parce qu'on oublie que la Fiat 600 est née avant la Fiat 500, et donc la Nuova Cinquecento qui succédait à une 500 qui avait, elle, vu le jour avant la Seconde Guerre mondiale, est née en 1957. 2 ans avant l'Austin Mini, chez nos amis britanniques, comme quoi toutes ces petites voitures ont eu vraiment leur époque, c'était la grosse période. Il ne faut pas oublier qu'après la guerre, on a beaucoup fabriqué de ce qu'on appellerait des microcars, c'est-à-dire des toutes petites voitures qui étaient plus proches des voiturettes d'aujourd'hui que des petites voitures. Et puis cette mode des vraies voitures, mais toutes petites, est arrivée à ce moment-là. Et donc après avoir fait la Fiat 600, donc qui est sortie, la nouvelle 600 qui est sortie en 55, mais qui était une voiture 4 cylindres, qui était déjà presque une familiale pour l'époque, on sort la 500, qui est la petite voiture italienne qui est restée ultra mythique, puisque aujourd'hui, 50 ans après, 60 ans après, Fiat a ressorti bien sûr une voiture néo-rétro qui évoque plus que largement la 500, et qui s'appelle aussi la 500, qui cartonne et qui est toute mignonnette. Mais la 500 des années 60, elle reste évidemment un objet de collection passionné et passionnant pour tout le monde. Alors c'est évidemment une des voitures de l'été, surtout quand on la prenait en décapotable. C'est une voiture du cinéma. C'était un truc extraordinaire à l'époque. C'est une voiture, c'est un peu comme notre Dodoche en France, dont on parlait la semaine dernière. C'est que c'est une voiture qui a remotorisé l'Italie, et notamment l'Italie populaire, qui ensuite évidemment a été faite à tellement d'exemplaires qu'elle a équipé tous les foyers italiens en deuxième voiture, en voiture d'occasion. Ça a été une voiture de jeunes, ça a été une épave, quand on se souvient du Grand Bleu avec Jean Reno. Mais oui. Et évidemment, quand son premier désir, quand il gagne 3 francs 6 sous, c'est de pouvoir retaper sa Fiat 500. Voilà, c'est une voiture qui est restée un des emblèmes de la Dolce Vita de toute cette époque-là. Et c'était une voiture vraiment populaire qu'on trouvait dans tous les coins d'Italie, y compris au sud, qui était la partie pauvre, entre guillemets, de l'Italie. Comment on explique, dans cette histoire de l'humanité, de l'histoire de la voiture mondiale, et particulièrement européenne, que certaines voitures aient à ce point marqué le cœur des gens, et à ce point trouvé une place populaire, mais à ce niveau-là, quoi. Comment est-ce qu'on explique ça, vous qui êtes un spécialiste des voitures aussi? Je pense que d'abord, le phénomène classique, c'est qu'un collectionneur se passionne toujours pour les voitures de son enfance, au début. Bon. Et ces voitures-là, on peut le dire pour la 500, mais on peut le dire aussi pour la Mini en Angleterre, pour la Cox en Allemagne, pour la 2 chevaux en France. C'est des voitures qui ont été faites pendant tellement longtemps et à tellement d'exemplaires qu'elles ont concerné beaucoup de monde. Donc il y a une vraie imprégnation mentale et symbolique de cette voiture dans leur pays d'origine, mais aussi dans les autres, puisqu'on a eu, nous en France, évidemment beaucoup de ces voitures-là, et tous les pays d'Europe se sont partagés. C'était la guéguerre entre celle qui aurait la Mini ou la 500, ou ensuite plus tard l'Auto Bianchi. Bon, voilà, c'est des voitures qui étaient notamment urbaines, mais pas que, mais qui ont eu aussi un vrai petit succès en ville, parce que ça fait quand même bien longtemps qu'on sait que
plus on a une petite voiture, plus on se gare facilement. D'où le succès de la Smart dans une autre catégorie 30 ans plus tard, évidemment. Et tout ce qui est petit est souvent mignon. Mais tout ce qui est grand est charmant. Tout ce qui est grand est charmant, je suis d'accord. Mais donc, ce qui est petit est mignon. Et c'est vrai que le côté rond aussi de ces voitures, je pense que le côté arrondi des coccinelles, des 2 chevaux, Pourquoi ça marche pas pour les femmes? Parce que des fois, quand on est un peu arrondi, on plaît moins que des filles qui sont trop filiformes. Pardon. En Italie, je pense que ça pose moins de soucis, par exemple. Non, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes qui se portent bien. Je pense que la mode des mannequins qui ressemblaient à un fil de fer, c'est fini, quoi. Excusez-moi, je vous ai enlevé de votre sujet. Une digression sympathique. Revenons à la Fiat 500. On parle que de bonnes choses ici. On parlait de châssis, de carrosserie. Voilà. Parce qu'on parlait de femmes, non? Mais oui, c'est pour ça. Laurence nous entraînait sur les châssis, les carrosseries, les rondes. Luc Le Baron, pardon. T'as le fait aussi certainement que tout le monde a un petit peu un souvenir avec chacune de ces voitures-là. En fait, on a tous un souvenir avec une 2 chevaux, un souvenir. C'est le principe de la voiture populaire. La Madeleine de Proust. Bien sûr, je pense que c'est clair. Alors, on rêve tous d'avoir un jour la Aston Martin de James Bond, mais ça c'est un doux rêve. Alors que rouler en Fiat 500 ou en 2 chevaux, j'en connais un qui rêve d'avoir une Aston Martin. J'en connais un aussi. Alexandre Priam. Oui. Si quelqu'un peut me faire un magnifique cadeau, c'est non, mais c'est votre voiture de rêve. Ou un 43e ou en échelle 1. Jean-Paul Nadéo. François, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment un souci parce que les voitures passent tellement vite, il y a tellement de modèles. Quelles sont les voitures mythiques qui resteront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. Elles ressemblent à des boîtes de chaussures, les SUV. Quelles sont les voitures qui vont être les futures Fiat 500, les futurs Cox, les futurs Alors le sacré paradoxe, c'est que celles qui pourraient être les futures Fiat 500 et Mini, c'est les Fiat 500 les anciennes, et les Mini, c'est les nouvelles d'aujourd'hui. Elles sont plutôt réussies. La Beetle pour coccinelle peut devenir tout à fait la Twingo des années de collection. Alors, la fin Twingo, 90, effectivement, la Twingo, très bonne remarque. Je pense que la Twingo 1 est une voiture qui va devenir un collector parce qu'elle est complètement atypique finalement. C'était une idée géniale à son époque et plutôt populaire aussi. Absolument. Donc je pense que la Twingo, il y a déjà des clubs de passionnés de Twingo aujourd'hui, il faut le savoir. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que notre réalisateur de Sud Radio, On prend le volant, Max, a cette fameuse Twingo. Il a bien raison. De et qu'il 99. la garde. Et qu'il la Oui, garde. mais alors, t'as la 206 aussi, je pense qu'il va rester un peu alors, dans ça les- va être problématique, excusez-moi pour Max, parce que 99, avec la ZFE de Paris, comme il travaille avec nous, ou les ZFE de Bordeaux, ou de Grenoble, ou de Lyon, il y a des voitures qui vont plus pouvoir rouler ça, c'est sûr. la semaine. Ça va être je dis ça, je dis compliqué. rien. Donc, en tout cas, une note pour la fameuse Fiat 500, ça reste une voiture aussi qui est indémodable, en fait. C'est et une voiture de l'été. indémodable et c'est un symbole italien, comme pour nous, effectivement, la Dodge dont on parlait la semaine dernière. Et ça fait partie de ces souvenirs mythiques qui parlent à tous. Eh bien, on adore. Merci beaucoup, François Alain. Avec plaisir. Vous restez avec nous. Mais la semaine prochaine, j'espère. Allez, dans quelques instants, juste après notre pause, on va découvrir l'appli choisie par Alexandre Priam. Les Fiat 500. Mon cœur me dit, Jean-Paul Nadéo, mon cœur me Qu'est-ce qu'il dit est que bavard. vous allez être surpris de l'appli que va nous proposer Alexandre Priam dans quelques instants sur Sud Radio. J'espère. Sud Radio prend le volant, ça continue avec vous, c'est un vrai bonheur. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 pour échanger avec nous, poser vos questions à nos experts. Luc Le Baron, garagiste et dépanneur. François Alain, monsieur vintage mécanique et pas que, passionné de voitures aussi et d'autres choses. Et notre ami Jean-Paul Nadéo qui sera plutôt l'expert, lui, des routes de France. Quant à mon copilote Alexandre, il nous réserve une petite surprise dans quelques instants avec une appli qu'il a Ça va découverte. être très romantique. Je sens que je vais avoir un coup de cœur. Je n'en dirai pas plus. Tout de suite, les conseils de l'été. C'est avec Luc Le Baron, notre ami garagiste. Tout va bien, Luc? Ça va bien, ça va bien. Garagiste en Ile-de-France, hein, Oui, dans le 91, avec une concession Peugeot, je crois. Peugeot, oui. Alors, vous êtes avec nous tous les mois d'août parce que Oui. vous nous donnez des bons conseils. Et les conseils que vous allez nous donner aujourd'hui n'ont rien à voir avec la mécanique. Non, ça va être des conseils pour le remorquage en cas où les gens tombent en panne en partant en vacances, ou tombent Ou en en panne sur revenant. l'autoroute, ou en revenant. Encore Et, pire. Ou pendant. C'est vrai que tomber en panne sur une autoroute, c'est stressant, et puis c'est dangereux en fait, parce qu'il y a beaucoup de... Ça roule vite, surtout en mois d'août comme maintenant, c'est compliqué. Donc il faut savoir les bons gestes et savoir ce qu'il faut faire. Donc déjà, il faut se protéger. Déjà, la première chose, c'est se protéger. C'est déjà, on se gare sur la bande d'arrêt d'urgence et on sort. Tout de Sort de suite. sa voiture. Parce que, voilà, sort par la droite. On a parlé la semaine dernière du corridor de sécurité. C'est le risque de se faire taper. Donc on sort et on se met par la droite, oui, bien sûr. On essaye de sortir par la droite, on sort les enfants, etc. Et on se met derrière la barrière de sécurité. D'accord. C'est la première chose à faire. On met les gilets.
Il y a des gilets. Bon, si on... Sur l'autoroute, on ne met pas de triangle. On ne met pas de triangle, parce que c'est le encore vent plus dangereux. peut le faire, le vent du passage, par exemple, d'un 38 tonnes ou d'un 42 tonnes, ça m'enlève le triangle. J'aurais fait l'erreur, moi. Non, faut pas le mettre. Parce que D'accord. Voilà, même bah, déjà le fait d'aller le mettre, c'est dangereux. C'est dangereux déjà. Le fait d'aller le mettre, c'est dangereux. Ouais. Par contre, on met les warnings, On comme met dit les notre ami warnings. Jean-Paul Nadéo avec ses signes. On a bien Des compris. signes subliminales. Non, oui, Non, mais il a raison. Il faut mettre les warnings. Oui. Les warnings, ça devrait être ça. Et alors après, parce qu'il va être question de l'assurance. Donc il y a quand même des conseils à donner par rapport à l'assurance. Alors sur l'autoroute, même avant de partir en vacances, voilà. voir si Il faut notre regarder contrat- déjà Ouais. avant de partir si on est bien assuré, si on a l'assistance. Ce qui est important, c'est bien de le prendre. Parce qu'on peut ne pas l'avoir. Il y a des assurances qui ne le prennent pas. Puis qui le proposent ou pas. qui le proposent pas. Alors bien souvent, ça coûte pas cher du tout le fait de mettre l'option, mais il y a des assurances qui ne l'ont pas. Ah ouais. Alors bon, il faut bien se renseigner qu'il y ait. Alors il y a plusieurs systèmes. On peut être assuré si vous tombez en panne à 250 km de chez vous, ou vous pouvez être aussi avoir une assurance où là il y a une franchise et ils vous prennent pas si vous êtes à moins de 5 km de chez vous, Oui, ou c'est moins vrai. de 1 km. Donc en fait, on peut prendre le 0 km pour ceux voilà, que ça- vous pouvez voilà. prendre le 0 km ou prendre voilà. D'accord. Mais c'est bien de se renseigner, savoir si on a bien l'assistance, parce que c'est important. Si vous tombez en panne, l'assistance va vous prendre le dépannage en charge, va vous assurer la poursuite de votre voyage, va vous appeler un taxi. Si, Mais ça la soulage. voiture- Ça Ah soulage. bah oui, ça- c'est un confort. C'est un confort d'esprit aussi. C'est un confort d'esprit. Si ça vous arrive à 10h le matin, ça va, mais si ça vous arrive à 3h du matin, c'est déjà moins rigolo avec les enfants. Quoi. Oui, et puis, oui, Jean-Paul Nadéo. Oui, moi j'ai une question à Luc. En étant pas sur autoroute, on téléphone à qui? Comment on se signale? Qui appelle-t-on? Parce qu'il n'y a Alors- plus les fameuses bornes oranges. Non, justement, c'est pour ça que je pose la Alors, question. si on a vu une borne orange pas loin, il en reste encore. Si on en a vu une pas loin et qu'on peut y aller en toute sécurité. À dizaines de kilomètres à pied, oui. Ouais, normalement, il y en a, Non, mais on une a- tous les 2 kilomètres, je crois. Si on a une Mais- assistance, on a le numéro sur son Alors, petit les billet assistants- vert. Alors, les assistances le prendront, c'est eux qui vont se débrouiller d'appeler la police de l'autoroute ou la gendarmerie de l'autoroute, parce que si on tombe en panne sur l'autoroute, n'importe qui ne peut pas intervenir. Alors ça, expliquez-nous, parce que c'est important. Mais comment se signaler l'endroit où on est en panne? Ah bah, on est géolocalisé maintenant. Alors, les bornes, les anciennes bornes, comme on parlait tout à l'heure, les anciennes bornes, ils sont numérotés. D'accord. Donc, quand ça déclenche, quand la borne se Mais je suis déclenche en race auprès du... campagne, je tombe en panne à 1h du matin sur l'autoroute. Qui j'appelle? Comment me signaler? Comment dire je suis à tel endroit faut y aller sur un l'autoroute? peu, faut y aller un petit peu à expliquer quelle ville vous avez passé, etc. Vous avez les kilomètres. Il y a des Oui. kilomètres Il y a les entre kilomètres. les deux voies. Sur les rails. Alors suis la au nuit, KM. la nuit, c'est peut-être pas forcément facile de les voir. Mais, Pas très visible. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. Alors, Oui, si oui. je peux me permettre, aujourd'hui, sur nos téléphones portables, on a notre GPS, ou dans les voitures Voilà. modernes, on a le GPS. Et vous situez où vous êtes on exactement. met, Voilà. vous ouvrez Oise ou Coyote, Voilà. il va vous dire, les autres. il va vous dire à peu près où vous êtes et sur quelle route surtout vous êtes. C'est ça. La Alors, plus valterre. on sait à peu près où on est Ah oui. généralement. Ça, c'est la voilà. magie des. Mais alors, du coup, c'est important ça. Alors il faut appeler. Alors en premier lieu, si vous avez la possibilité, c'est d'appeler le PC autoroutier, de faire le 112 ou un truc comme ça, appeler le PC autoroutier. C'est lui qui va gérer, qui va vous envoyer le dépanneur. Ok. Si il n'y a pas de borne ou un truc comme ça, il y a une appli qui existe, qui est très bien, qui s'appelle SOS Autoroute, qui remplace les bornes oranges qui étaient sur le bord de la route, mais qui vous empêche de vous déplacer et qui vous permet de rester en sécurité. Et là, ça va faire la même chose, ça va déclencher, ça va appeler le PC autoroutier et qui va vous envoyer le dépanneur. SOS. SOS Autoroute. Sur Android et Sur Android ou Apple Store. Voilà, Apple Store. Exactement. Une précision, tout de même, vous avez commencé à dire que tout le monde ne peut pas venir nous dépanner sur Ah oui. autoroute. Ça, c'est important parce qu'il y a des zones. Hein. Alors, il y a des zones. Ouais. Pour être dépanneur sur autoroute, il faut y répondre à un appel d'offres. Et les concessions d'autoroute ne prennent qu'un nombre de 3 dépanneurs par secteur D'accord. pour assurer un roulement. Et donc, il faut appeler absolument. Il n'y a que ces personnes-là qui sont Qui ont le agréées, droit. qui ont le droit d'intervenir. Parce que on a on suit des formations Ouais. de sécurité, etc. Et il y a des questions d'assurance, sûrement par les autoroutes. Vous, en Ile-de-France, vous l'êtes. On l'est. Voilà. Ouais, moi, Et j'y puis suis. sur le reste parce que l'Île-de-France, les autoroutes sont gratuites, donc on arrive par la route normale. Mais sur des portions d'autoroute en il y a France, des entrées. il y a des entrées Il y et a- vous avez les clés. On a des clés, ouais, D'accord. il y a les entrées. Vous C'est me l'entrée donnerez aussi où il y a les radars. Ouais. Vous me donnerez votre jeu de clés. Parce que ça fait autoroute moins cher. Moi aussi, je veux bien. Il y a une caution qui est énorme. Non, enfin, en tout cas, merci pour ce conseil. Vraiment, vérifiez votre assurance avant de prendre la route des vacances. Appelez la borne en premier lieu s'il y a possibilité ou SOS Autoroute et après Voilà. s'il y a vraiment les deux ne répondent pas,
l'assistance. Merci beaucoup Luc Le Baron pour cette précision. Conseil pratique pour ces départs en vacances du mois d'août. Nous sommes le 14 août. Ouh là là, j'ai l'impression peut-être que la route, dont on dit souvent que c'est le plus grand réseau social de France, comme le dit mon ami Pierre Chasseret, va vous réserver quelques surprises. Une circulation en dents de scie. La journée était classée noire dans le sens des départs. Ces automobilistes en ont eu la confirmation. Il y a beaucoup plus de monde que prévu, 970 km de bouchons cumulés sur toute la France. Près de 760 km de bouchons cumulés à midi. Mais Jamie, pourquoi t'as pris le périph' à cette heure-ci ? C'est le bouchon là, on est bloqué. Et on s'est tous déjà retrouvés bloqués à un feu rouge, malheureusement, évidemment, dans des embouteillages en revenant du travail ou encore pire, sur la route des vacances. Et quel ennui, mais quel ennui, on en vient à regarder les voitures des autres, tu comptes les voitures rouges, les voitures bleues, tu fais le fameux jeu des numéros de département. Allez, tiens, petit quiz, le premier qui me donne, le département 90. Belfort. Bravo Laurence. En plus j'avais écrit que c'était Laurence qui trouverait. Incroyable. Parfait, c'est magnifique. Après ce jeu, c'est là qu'on commence un peu à partir en sucette. On regarde plus les voitures, mais les gens à l'intérieur, les phrases fusent. Tiens, ils ont des têtes d'Allemands eux. Alors c'est totalement gratuit. Hein. C'est parce que c'est l'euro. Parce qu'il y a eu l'euro au mois de juin et juillet. J'ai rien contre vous amis allemands, mais quand même. Tiens, ils ont des bonbons eux pour faire passer le temps. Je t'avais dit d'en prendre des dragibus, Maxime. Et puis aussi il y a le fameux. Regarde, eux ça a pas l'air d'être la joie. Hein. Le tout dit avec un ton mesquin, tout ça parce que l'enfant sur la banquette arrière hurle et jette des animaux de la savane en caoutchouc. Ça peut arriver. Et puis il y a les célibataires, celles qui partent en vacances entre copines, ces messieurs qui sont déjà en mode drague alors que la plage est encore à 768 km. Oh la vache, comment elle est bonne la voisine. On va dire la fenêtre fermée la prochaine fois. Alors ça c'est le Palmacho, hein. C'est une émission humoristique, hein. C'est pas moi, c'est pas de moi. Peut-être que je l'ai fait, j'espère pas. Donc c'est à prendre au second degré évidemment. Mais la réalité c'est que c'est dur de draguer dans une voiture, dans un embouteillage. Que de contraintes. Vous l'avez déjà fait, vous Laurent, je le sais. Non ? Oui, voilà. Le progrès ne s'arrête pas si vous avez des difficultés. Carimat vous aide à trouver l'amour dans les bouchons. Et oui, c'est une application révolutionnaire, régulièrement récompensée de nombreux prix. Faut dire que l'idée elle est géniale. Comment ça marche ? Tu rentres ta plaque de voiture, tu rentres dans la base de données, donc tu fais ton profil, et tu vois un monsieur charmant, une jolie dame agréable, et bien tu rentres la plaque de sa voiture et le contact se crée. Et ça c'est quand même complètement fou. C'est Tristan Berger qui est à l'origine de cette application. Il est notre invité. Salut Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour. Bonjour à tous. Waouh, coup de cœur sur la route, on the road, love on the road. Il y a love on the boat et maintenant ça sera love on the road. Comment est venue cette idée ? Un embouteillage, une dame plutôt jolie, c'est ça qui s'est passé ? Jolie, C'est exactement ce que tu as raconté. Je me suis retrouvé dans les bouchons un jour dans le sud de la France après une grosse journée et j'avais une jolie fille à ma droite, je savais pas du tout comment l'aborder et je me suis dit je me sens pas capable de baisser ma fenêtre et l'aborder tout simplement, et donc je savais pas comment faire ni lui jeter une carte de visite à la fenêtre, et du coup je me suis dit bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je suis rentré chez moi, j'ai fait des recherches et je me suis dit bon pourquoi pas créer ça, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais Tristan, vous avez perdu la jolie femme. Et oui, j'ai arrêté de la chercher. Alors concrètement, comment ça se passe ? Notre ami Alexandre nous dit, je rentre ma plaque d'immatriculation dans l'appli. Il faut par contre que si jamais je vois quelqu'un qui me plaît et avec lequel j'ai envie de rentrer en contact, que cette personne ait aussi rentré sa plaque, sinon ça marche pas. Alors bien sûr, on n'est pas connecté à la base de données de la police ou quoi que ce soit, on n'a pas, pas encore de toutes les personnes. C'est pas prévu pour le moment, mais en gros c'est exactement ça. C'est si vous craquez sur quelqu'un, vous rentrez sa plaque. Si cette personne est inscrite, c'est super, vous avez son profil et vous pouvez lui envoyer un message et le contacter. Si la personne n'est pas encore inscrite, vous pouvez quand même lui laisser un message, et lorsqu'il s'inscrira, il découvrira ce message par la suite. Alors sur le site, c'est en application évidemment sur tous les réseaux, mais sur le site, la phrase elle est absolument géniale. Découvrez qui vous recherche grâce à l'application Carimat. Là, il y a une plaque d'immatriculation, vous rentrez vos numéros et découvrez vos messages non lus des utilisateurs. Oh la vache. Et je trouve l'idée absolument géniale. Ça se trouve, j'ai plein de messages. Ouais, ça se trouve, j'ai plein de messages aussi. Je vais regarder. En plus, les dépanneurs, vous imaginez ? Incroyable, les plaques de dépanneurs. Toi qui m'as dépanné sur l'autoroute A10. C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Il y a des abonnements premium qui permettent de faire plus de choses, mais sinon l'application s'utilise de façon totalement gratuite. Alors moi, je trouve l'idée extraordinaire. Je vais vous raconter de façon très courte ce qui m'est arrivé. J'en étais sûr. Oui, parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage que j'ai surnommé maintenant Périfman. Je quittais. Oui. Non, Laurent, je t'avais dit de pas le dire. Franchement, c'est pas sympa. Voilà. Je quittais Sud Radio à l'époque. Je prends le périph' pour aller travailler à M6, donc je devais prendre le périphérique. Il y avait des bouchons et je suis arrêtée. Et plusieurs fois, on avance avec quelqu'un qui était à mes côtés et qui me fait un sourire, puis deux
2 sourires, puis 3 sourires, puis je le regarde. Et en fait, j'ai trouvé le garçon hyper agréable. Il a le culot de baisser sa fenêtre et de me dire, je baisse la mienne, on sort à la prochaine sortie, on fait connaissance. Incroyable. C'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, mais il s'appelle Per Ifman maintenant. Il est mort de rire quand il sort mon téléphone. C'est marqué Per Ifman. C'est drôle. Salut. Donc Tristan, c'est une très très bonne idée. Vraiment, c'est génial. Mais ça marche partout en France ? Oui. Partout. Parce que là, pendant les vacances, si j'habite à Bordeaux et que je suis parti à Marseille, il faut que ça marche à Marseille. Et en plus, même si vous êtes piéton, en vrai, si vous voyez quelqu'un de très joli dans une voiture... Mais t'as pas une plaque d'immatriculation quand non, mais vous mettez la plaque d'immatriculation de la personne qui est dans la voiture, tout simplement. On fait comme les flics, on cherche la plaque, on note la plaque et puis... Parce qu'il y a une chose qui me gêne, c'est quand je conduis, je peux pas rentrer une plaque. Il y a un vrai challenge sécurité routière, Tristan, c'est vrai. Ah ouais. Ah bah oui, ça totalement. Alors on est en train déjà, on a fait comme les applications comme Waze ou autres qui le font, on dit aux utilisateurs de ne pas utiliser le téléphone au volant. Ça, déjà, c'est primordial et c'est important d'insister. Et on est en train de développer justement la fonctionnalité qui se plug avec, comme vous avez parlé avant, CarPlay ou Android Auto pour justement ne pas toucher à son téléphone et pouvoir dire directement ajoute cette plaque sur l'application. Et puis sinon, c'est le copilote qui gère. Ou la copilote. Oui, mais si le copilote ou la copilote est votre femme ou votre mari, c'est compliqué. Ah oui, bah alors là c'est une autre histoire. Là, faut pas être inscrit sur l'appli. Non, je taquine. Comment s'appelle Alexandre l'appli? Carimat, je le prononce bien, Tristan. C-A-R-I-2-M-A-T. Donc car comme car et imat comme imat. Exactement, tout accroché. Il y avait avant, la génération d'avant faisait l'amour dans la voiture. Maintenant, la génération d'aujourd'hui rencontre l'amour avec la voiture. C'est ça. Ta-da-da. Et c'est sur Google Play et Apple Store. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Tristan, bravo. Merci à vous. Merci Carimat, C-A-R-I-2-M-A-T pour rencontrer ou l'amour ou pas. Grâce à vos plaques d'immatriculation. Magnifique réseau social, les Côtes de France. Ouais. C'est quoi l'IMAT, Laurence, ton IMAT? Allez, parce que Laurence, elle va en avoir des messages. Jean-Paul et moi, on est déjà en train de remplir toutes les IMAT de toutes nos voitures de collection. Non, mais je vais essayer, c'est génial. Alors, on a une liste. Moi, je trouve ça génial. L'idée est topissime. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. Gros coup de cœur. Et ben, vous revenez samedi prochain avec une autre belle appli. C'est ça. Moi, je vous aime, je vous garde. Sans voiture. À suivre évidemment dans notre rendez-vous. Oui. On continue Sud Radio. Sud Radio prend le volant et on va dans quelques instants découvrir l'une des plus belles routes de France. Et bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de Sud Radio Prends le volant, toujours avec l'ami Alexandre Priam. Ça va, Alex? Salut à tous, grand plaisir d'être là. Ouais, j'aime bien parce que tu as lâché un peu tes terrains de rugby et de foot là. C'est ça. Ça fait du bien. Il faut un peu de temps en temps quand même. Ouais, alors, ceci étant dit, la trêve est finie là, au mois d'août. Oui, ça va bientôt reprendre d'ici la fin du mois. Mais ouais, exactement. Bon, dis-moi, je sais que tu es passionné de voiture. Vieille voiture, nouvelle voiture? Oh, j'aime tout. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. C'est le seul malheur de ma vie est de vivre à Paris, finalement. Non, mais t'inquiète pas. Il y a l'entourage, la banlieue qui est très jolie. On peut rouler, c'est très sympa. Pourquoi je parle de vieilles et de nouvelles voitures? Parce qu'on a les invités qu'il nous faut pour ça. Côté nouvelle voiture, pratico-voiture, dépannage, Luc Le Baron est notre invité. Ça va, Luc? Ça va, très bien, oui. Garagiste, dépanneur. Agent Peugeot, dépanneur, tout corps d'État. Et président de l'association. Et président de l'association Fier d'être dépanneur. Nous avons pour les anciennes, pour pas dire vieilles, les voitures de collection, notre ami François Alain, spécialiste de la voiture de collection. J'aime à le dire parce que c'est pas pour moi, c'est pour vous, mais toujours animateur voiture préférée des Français à la télévision. C'est dingue. Quel luxe, mais quel luxe, génial, c'est formidable. Non, en tout cas, moi je revendique, j'adore les vieilles. Voiture. Et côté route, des belles routes à ne pas louper, surtout en ces périodes d'été de vacances. Jean-Paul Nadéo, bonjour. Bonjour Laurent. Et je sais que vous allez nous amener tout à l'heure, à la fin de l'émission, sur une route à ne pas vraiment... faut pas la louper. Faut pas la louper. Il faut une fois dans sa vie la faire. Au moins. On n'en dira pas plus maintenant. Mais je sens Surprise. Que ça sent bon. Ça sent très très bon. Le maquis. Je n'en dis pas plus. Maquis. Oh, Dominique. Ouais. Allez, tout de suite, on parle de dépannage. Luc Le Baron, vous êtes notre dépanneur pour ce mois d'août. En tout cas, vous avez vous allez nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe en termes de dépannage parce qu'on a besoin de vous. Alors, moi, je vais vous poser la question toute simple. Je tombe en panne sur l'autoroute. J'ai appelé. Donc, il y a un dépanneur qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Pratico-pratique, techniquement, voilà, chaque étape. Alors, déjà, quand vous avez appelé, on a normalement 30 minutes pour intervenir sur l'autoroute. Il y a un délai, c'est hyper dangereux, donc on a un délai impératif à respecter. Dans une enveloppe de 30 minutes Dans les 30 minutes, on doit intervenir.
Et donc, on doit être reparti de l'autoroute. Alors, on doit reparti de l'endroit Nous, on doit arriver sur place en 30 minutes. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Après, on va arriver, on va mettre les gens en sécurité. Déjà, quand les gens sont derrière la barrière de sécurité, on les rentre directement dans la dépanneuse pour éviter que, voilà, déjà pour qu'ils soient plus en plein soleil, etc., pour que les enfants soient un peu profitent de la climatisation, etc. Après, on va regarder vite fait ce que peut avoir la voiture, puisque normalement, sur un tarif de dépannage autoroute, on a 30 minutes inclus dans le tarif pour regarder ce qu'il y a. Vous pouvez dépanner si c'est une petite panne? Si c'est une petite panne, on peut dépanner. Comme quoi? Un exemple? Alors, on peut dépanner si c'est un faisceau électrique qui est coupé, ou qu'on voit ça, ou qui manque du liquide de refroidissement, un truc comme ça. On peut éventuellement commencer à regarder, mais c'est pas facile sur le bord de la route, c'est dangereux. Donc, bien souvent, on charge la voiture sur le plateau et on évacue et on va regarder. On essaye de sortir à la première sortie ou à la première aire pour se mettre en sécurité. Parce qu'intervenir sur l'autoroute, c'est pas forcément top. Donc on va charger la voiture, on va la ramener ou au premier concessionnaire selon la marque de la voiture. Ouais. On va essayer de trouver le premier concessionnaire ou le garagiste ou chez soi, parce qu'en fait en tant que dépanneur, on peut la ramener si le dépanneur a un atelier, ce qui est de plus en plus recommandé dans les appels d'offres autoroute. On peut la ramener chez nous et essayer de dépanner le client le plus rapidement possible. D'accord. Dans le cas où on peut pas dépanner sur place ou chez vous, ou chez nous en moins d'1 heure ou 2 heures, et ben à ce moment-là, on va appeler déjà l'assistance du client, la société d'assurance, d'assistance, pour que eux prennent en charge déjà le remorquage et après qu'ils puissent assurer la poursuite du voyage des clients, en fait, qu'ils puissent ou leur avoir une voiture de remplacement, un taxi. Si la voiture peut être dépannée le lendemain, des fois ils leur prennent une chambre d'hôtel. Enfin bon, c'est pour ça que le fait d'être assuré, d'être assisté, c'est hyper important, parce que c'est un confort. Oui, il faut un confort moral pour les gens de ça. Et à partir de ce moment-là, votre travail ne se termine pas? Non, à partir de là, donc nous on la ramène chez le concessionnaire ou au garage, comme on a dit tout à l'heure. Et puis une fois que la voiture elle est en sécurité et que les gens sont en sécurité, que l'assistance est appelée, après on peut les laisser. Nous on peut les laisser. Okay. Après bon, des fois on reste avec eux pour le temps que le taxi arrive. On va les laisser tout seuls. Bien sûr, on va pas les avancer. Est-ce que vous avez en tête des rencontres insolites que vous avez faites, ou des choses exceptionnelles qui vous sont arrivées, positives ou négatives, avec des gens? Des trucs Zinedine Zidane sur la 14. Ouais, ça nous est arrivé. Moi, je suis tombé. J'ai dépanné une fois alors c'était pas un grand footballeur, mais c'était un footballeur qui m'avait marqué, qui jouait dans une équipe en D2 en fait, près de chez nous, et je le voyais dans son nom m'avait marqué, et je le voyais dans le Parisien. Et un jour, le magazine, le journal. Dans le journal Le Parisien, et en fait un soir il tombe en panne sur la Francilienne, enfin sur les Rennes 104. En Ile-de-France. En Ile-de-France, et puis on discute, et puis en discutant comme ça, il me dit son nom. Je dis, mais vous n'êtes pas footballeur, vous? Il me dit, si, je suis footballeur. Donc du coup, on a sympathisé, je suis allé le voir plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est rigolo. On a fait un truc un petit peu insolite, c'est que j'ai emmené Eric Judor faire du dépannage, quoi. Génial. Eric Judor, on rappelle, Eric Ramsey. On était allé avec Eric il allait tourner un film, et en fait j'étais conseiller technique sur ce film, et je l'emmène faire un tour, et puis voilà, on a perdu la voiture. Enfin, c'était rigolo. Et aucune rencontre amoureuse? C'est arrivé, non, vos collègues? Non, malheureusement. Il y a eu, je pense que j'ai des collègues. Il faut mettre Karimat. Je vais le mettre. Hop là, on en parlera tout à l'heure. J'ai un peu dévoilé. Pardon. Je ne dis rien. C'est une appli particulière. On a Yves qui nous appelle au 0826 300 300 des Pyrénées-Orientales. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, avec le beau temps, c'est super. C'est cool. Alors Yves, on vous écoute. Alors voilà, moi c'est en fait une anecdote qui m'est arrivée avec un véhicule que je venais d'acheter à Paris, il y a un mois et demi environ de cela. Ce véhicule, j'avais acheté un dimanche, et je reprends la route le lundi matin pour rentrer chez moi. Donc. Et tout s'est bien passé pour la vente avec le vendeur, il n'y a pas eu de souci. Et donc, quand je roule avec ce véhicule, je fais 400 km jusqu'avant d'arriver au niveau de Clermont-Ferrand, par la 75. Et j'ai senti une odeur de brûlé un peu dans la voiture, sans être certain que ça venait de la Titac. Je pensais qu'il y avait des cobuages à l'extérieur, ça aurait pu arriver.
je ne me suis pas trop affolé. Malheureusement, la fumée s'est développée un peu plus au niveau du tableau de bord. Là, je me suis rendu compte que ma voiture commençait à cramer. Alors, je suis descendu et là, la bande d'arrêt d'urgence, elle est assez étroite. Et donc, il fallait que je me mette en sécurité. Et comme la voiture encore ne prenait pas entièrement feu, j'ai décidé d'aller jusqu'à l'aire de repos qui se trouvait à environ 1 kilomètre, j'avais vu le panneau, 1 kilomètre environ. Donc j'y suis arrivé, j'ai eu quand même un peu peur. Et effectivement, la voiture a commencé à bien brûler. Entre-temps, j'avais appelé les pompiers et qui sont arrivés rapidement avec les gendarmes. D'ailleurs, ce sont les gendarmes qui sont arrivés en premier avec les extincteurs. Ils ont éteint le feu dans l'habitacle. Je craignais en ouvrant les portières que ça explose au moins, même si je sais qu'un véhicule diesel, ne peut pas trop imploser, mais de l'intérieur, mais en fait, c'était quand même impressionnant. Et après, si vous voulez, moi, ce que j'en ressors, c'est que les soucis que j'ai eus personnellement par rapport à ce qui m'est arrivé, ça s'appelle la compagnie d'assurance, évidemment. Parce qu'avec ce véhicule, j'étais assuré à peine à la veille. Donc, c'était compliqué pour leur faire comprendre que j'avais acheté un véhicule qui était en très bon état. Je ne pouvais pas incriminer le vendeur parce que on avait fait les choses en règle. Il y avait les factures d'entretien, le contrôle technique qui était vierge, le véhicule qui n'avait pas trop de kilomètres. Et donc, voilà, ça a été assez compliqué. Et c'est vrai que moi, vous parliez d'anecdotes, moi je travaillais aux autoroutes très longtemps et je gérais justement le problème d'accident, de dépannage, tout ça. Et là, j'en ai plus en tête, mais c'est vrai qu'une fois, on pourra raconter rapidement, un petit camion était tombé en panne d'un cirque avec une girafe. C'est-à-dire que la girafe était bloquée entre deux ponts et le dépanneur a dû appeler un grand dépanneur de poids lourd pour pouvoir évacuer la girafe en premier. Et ça, là, ça, je ne vais pas oublier parce que c'était quand même très... un dépanneur de poids lourd. Alors attendez Yves, parce que ça c'est top ce que vous nous racontez. La différence évidemment entre un dépanneur de voiture et un dépanneur de poids lourd. Luc Le Baron. On a moi je le fais pas, mais j'ai des collègues qui font du dépannage poids lourd pour remorquer tout ce qui est les semi-remorques de 44 tonnes, etc. Mais c'est quoi? C'est des grosses bêtes? C'est des trucs... C'est des grosses bêtes, oui. C'est des gros camions avec des grues ou des bras de remorquage. Enfin, c'est beaucoup plus... Ça prend plus de temps déjà qu'un remorquage de voiture. Et puis c'est du matériel à déplacer, etc. C'est important. Ça va être impressionnant. Hein. Ouais, c'est beau aussi en plus. Ils sont beaux les... Et mais Yves, la girafe, là, du coup, en combien de temps ils l'ont... Ça a été assez long parce qu'il a fallu neutraliser déjà des voies parce que le camion de cirque, ça prend beaucoup de place. Ce sont des camions très longs. Et je sais que le camion, le dépanneur poids lourd, il s'est égaré donc sur la voie de droite. Avec la grue, ils avaient cinglé la girafe. Il a fallu la lever du camion pour pouvoir la transporter de notre camion. Ils ont carrément sorti la girafe du camion, en fait. C'est ça. Avec de gros sanglages, comme quand on lève un cheval. Tout à fait. Avec un camion de véhicule, une dépanneuse de véhicules légers, c'était impossible. C'est pour ça que c'est une intervention. Et je me rappelle, à l'époque, on travaillait avec Sud Radio. C'était Sud Radio qui nous diffusait les messages, là, parce que Radio Trafic n'existait pas encore. Et ça remonte à très loin. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas oublié, parce que c'était assez impressionnant comme intervention. Sud Radio, toujours présente quand il y a besoin. Et voilà. Oui, on était avec Sud Radio. Et d'ailleurs, je connaissais bien M. Cazeneuve, qui commentait aussi les matchs de rugby. Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, parce que lui aussi, il était tombé en panne, et c'est moi qui suis allé le chercher directement, parce qu'on n'avait pas de dépanneur. Là, j'ai Alexandre Priam aussi, qui commente le rugby en saison. Tout à fait. Voilà. Mais M. Cazeneuve, je l'ai connu, c'était en 83 ou 84. Ah oui. Quelque chose comme ça. Oui, tu n'étais pas né, Alexandre. Quelle année? 92. Ouais, ça gosse. Merci pour ce joli témoignage. Yves, juste une question, Luc Le Baron, par rapport au témoignage de Yves sur sa voiture qui a pris feu, ou même François Alain, ça peut venir de quoi? Il y a plein de sources possibles. Là, c'était la boîte auto, c'était... Non, alors c'était... Excusez-moi si je vous coupe. Oui. La voiture a été expertisée, donc, et l'expert qui est venu m'a appelé. D'abord, c'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal à comprendre comment un début d'incendie avait pu se déclarer à l'intérieur de l'habitacle comme ça. L'expert lui-même n'avait jamais vu. Et alors? Et lui, il a pensé par la suite, parce qu'il y a une expertise contradictoire avec le vendeur, il y a une deuxième expertise. Et là, ils n'ont pas en fait trouvé simplement... parce que la voiture était vraiment en très bon état. Oui, mais donc on ne sait pas d'où ça vient, en fait. C'est ça, Yves, pour arriver à la fin? Non. Moi, pour arriver à la fin, si vous voulez, moi, le soir, j'avais mis la clim parce qu'il faisait... Pour mettre le chauffage, parce qu'il faisait très froid là où je m'étais arrêté. Et c'est quand je suis reparti avec le moteur de clim et le chauffage à fond
Et je me suis rendu compte que là, ça commençait à sentir le cramer. François, maintenant, on n'a pas pu déterminer exactement ce que ça pouvait être. François, une idée ? Oui, il y a plein de solutions, mais ça résume... moi, il y a un truc pour lequel je prône depuis longtemps, aussi bien pour les voitures anciennes que pour les voitures modernes. Je ne comprends pas. La législation nous impose plein de trucs, y compris des trucs parfois pas très utiles. L'extincteur n'est pas obligatoire en France dans les voitures, alors que c'est une évidence. C'est une évidence et c'est l'intérêt de tout le monde. Des propriétaires, des assureurs, de tout le monde. Des petits, enfin, ça existe. Alors, mais moi, petits, oui, attention. À une époque, ils ont failli. Hein. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que l'extincteur n'est pas extensible, entre guillemets. Nous, là, dans les dépanneuses. Un extincteur d'1 kilo, ça n'éteint pas un gros incendie, donc il ne faut pas l'oublier. Mais déjà, si on avait tous des extincteurs, ce serait formidable parce que ça permet aussi de sauver la voiture du gars qui est en face, qui lui n'en a pas. Enfin bon, il y a plein de choses. Je ne comprends pas, moi, pourquoi l'extincteur n'est pas obligatoire en France. En tout cas, merci de ce petit coup de gueule. Sur Sud Radio, on prend le volant. Je l'assume. Ouais, et ben vous avez raison. Et tous ceux qui prennent le volant en ce moment ou qui sont sur la route, ça vaut peut-être le coup d'acheter un petit extincteur, plus ou moins gros. Pour moins de 100 €, on a un extincteur qui peut sauver sa voiture. Voilà, on le met sous le siège. Il y a plusieurs endroits, mais l'idéal c'est de l'avoir à portée de main. Il faut s'arrêter, ouvrir le coffre. C'est compliqué, surtout s'il est en feu. Merci beaucoup, merci à Yves. Dans quelques instants, on va continuer évidemment et on va parler des voitures, les légendes de l'été. Mon petit doigt me dit qu'on va aller se promener du côté de l'Italie. Peut-être pas, mais maintenant nous allons terminer notre rendez-vous de Sud Radio Prend le volant avec les plus belles routes de France. Ces routes que vous allez pouvoir découvrir, rencontrer grâce à vos vacances. Profitez-en. Et alors moi, j'ai juste envie de vous donner ce petit indice pour savoir où je vous emmène. Circa des ummirie ontro de la bara de uniga sole cara Sud Radio prend le volant et vous emmène en Corse avec évidemment ce titre, Corsica, qui est un des hymnes, une des chansons légendaires de cette île de beauté exceptionnelle. Avec vous, Jean-Paul Nadéo, eh bien, on va prendre ces routes corse, éternelles routes corse entre mer et montagne. C'est un livre aussi que vous signez aux éditions Grunt. Grunt. Et la Corse, alors évidemment, on sait que c'est un pays merveilleux, mais ce qu'on sait moins, si on ne les a pas empruntées, c'est que ces routes sont exceptionnelles. Alors, c'est des routes exceptionnelles. Pendant que j'écoutais ces chants corses, j'avais les yeux fermés et je me voyais déjà dans le maquis, dans le Cap Corse, en train de rouler sur des routes qui sont absolument magnifiques. Et c'est une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Alors, la Corse, c'est d'abord une traversée. C'est-à-dire, il faut quitter le continent, comme on dit en Corse. Pas la France, le continent. Parce que les gens me disent, t'es pas resté en France, tu es allé en Corse. Non, la Corse, c'est la France. Donc on quitte le continent. Et là, on a à peu près, si on prend un bateau rapide, 6 heures de traversée avec les nouveaux bateaux qui sont très rapides pour arriver en Corse. En avion, si on a envie d'aller encore plus vite. En avion, bien sûr, mais si on part avec sa voiture, parce qu'on va rouler avec sa voiture. Oui, mais on peut aussi en louer une sur place. On peut en louer sur place, bien sûr. On peut rouler aussi en moto. Mais si on part avec sa voiture, on arrive sur le port de Toulon ou de Nice ou de et après, Marseille. Sur la Corse. Et là, on part en Corse. Et là, il y a plusieurs destinations pour arriver en Corse. Et il n'y a pas une route en Corse, il y a des routes en Corse. Il y a des régions en Corse. Et la région que je préconise, que moi j'adore particulièrement, c'est prendre le bateau, arriver au petit matin à Bastia avec un bateau de nuit, sortir de Bastia et de prendre la route du Cap Corse. Parce que le Cap Corse, c'est la partie la plus sauvage de la Corse. C'est là où il y a des routes formidables, où on peut rouler plus tranquillement. Et puis, affronter, traverser, aller à Masinaccio, par exemple, au bord de la mer. Et ce sont des routes extraordinaires sur lesquelles il faut rouler avec beaucoup de prudence. Avec énormément de prudence, parce que en Corse, il y a les Corses d'abord qui conduisent, et les Corses sont des passionnés de voitures, ils aiment beaucoup les voitures. Il y a des célèbres rallyes, comme le Tour de Corse historique de mon ami José Andréani. Je crois que j'ai à côté de moi un camarade, François Alain, qui va le faire cette année. Exactement. Avec une Auto Bianchi. Une Auto Bianchi avec une Auto Bianchi à Barthes, en plus. Sûr, voilà. bien sûr, dans quelques semaines. Et donc, ce sont des routes qui sont extraordinaires. Et en Corse, on ne mesure pas
On ne parle pas en kilomètres, on parle en temps. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on rentre dans votre livre et laissons les bateaux. Je veux qu'on reste en Corse. On est en Corse. Alors, vous avez parlé évidemment de Bastia. Ok, on part de Bastia, mais quelles sont les routes à ne pas louper en Corse et surtout les points d'intérêt exceptionnels? Alors, en Corse, il y a d'abord une architecture qui est extraordinaire. L'île est entourée de tours génoises qu'il ne faut pas louper. Donc, elles sont là. Elles étaient là d'une grande époque où on signalait les pirates qui arrivaient. Il y a les villages de l'intérieur qui sont fabuleux parce que les Corses... Parlez-moi des routes, du coup. Les routes, on peut prendre la route, je disais la route du Nord qui monte au Cap Corse, qui passe par Ogliano, qui va à Pino, qui traverse, qui arrive à Masinach. Et ce sont des routes qui sont extraordinaires parce qu'on est à la fois à proximité de la mer, dans la montagne, au milieu des pins et au milieu des animaux, parce qu'en Corse, c'est bien que vous le savez, il y a beaucoup d'animaux, de cochons qui traversent la route, qui sont presque prioritaires, et il faut être très prudent sur les routes de Corse. Et quand vous discutez avec un Corse et qui va vous dire « Ah ben c'est pas très loin avec l'accent », non, mais vous prenez la route, là, vous faites quelques kilomètres, là. Quelques kilomètres, ça peut être 40 minutes pour faire 12 ou 15 kilomètres, parce que on est en permanence en train de Il y a la route de montagne. Les routes de montagne, exactement. Alors, parmi les routes qui sont les plus extraordinaires, alors je parlais du Cap Corse, mais je parle des routes de l'intérieur aussi, de la route de Bavela, par exemple. Là, on est en pleine montagne, on arrive à Sonza, qui est un petit village magnifique, la montée au col de Bavela, c'est une route à l'intérieur de la Corse qui est magnifique. Alors là, vous avez aussi les senteurs, le bonheur, le plaisir. Vous avez aussi autour de cette route des petits restaurants, des petits lacs, la gastronomie corse, bien sûr. Alors là, il ne faut pas... Il y a Luc le Baron qui va faire... Voilà. La gastronomie oui, corse. j'ai vu François Alain et Luc qui étaient en train là, on vous suit, là. de lever les yeux au ciel. Là, ils étaient déjà en Corse. Là, ils ont bien raison. C'est pour ça qu'il met 40 minutes pour faire 800 mètres. Mais oui, c'est ça, on s'arrête. Et puis, vous avez toute la route qui part sur Calvi, l'île Rousse, la route de l'île Rousse. On arrive à Calvi, qui est une ville magnifique avec un village quasiment perché. Vous descendez sur Calenzana, vous arrivez à Galeria. Alors, tout ceci sont des noms... Et les calanques de Piana. Ah, voilà, les calanques de Piana. Parce que tous les noms que vous nous donnez, évidemment, ça nous fait rêver, mais il faut qu'on ait une carte devant les yeux et en radio. Et surtout, quand on roule au volant de sa voiture, là, concrètement, on va pas regarder la carte. Il vaut mieux regarder la route, il vaut mieux rouler très doucement et se méfier aussi des Corses au volant, parce que les Corses au volant sont habitués à rouler. Et je peux vous dire que, comme on dit en radio automobile, ils n'amusent pas le terrain. Ils roulent très vite. Et quand vous avez un Corse derrière qui vous pousse à 2 mètres du pare-choc, bon, un conseil, laissez-le passer. Là, je vous montre sur la vidéo, sur la page YouTube, la page Facebook de Sud Radio, le livre Éternelle route corse aux éditions Grunt. Et on y voit sur la une des virages. Des virages. Là, justement, là nous sommes magnifiques. Ah non, mais c'est sublime la Corse. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller en Corse, allez-y. Mais en plus, prenez ce livre parce que c'est un road trip en fait que vous nous proposez. Il y a tout. Alors d'abord, je me suis attaché à mettre un peu l'histoire de la Corse parce qu'elle est en Corse sans connaître l'histoire, sans connaître bien sûr Napoléon. On en a parlé dans notre dernière émission de la route Napoléon, de l'empereur. Mais il faut se renseigner un petit peu sur la Corse parce que c'est une région qui est vraiment très particulière, avec, je le disais, une gastronomie, mais avec une musique, les chansons corses, les polyphonies. Les polyphonies, c'est une mais puis surtout, voilà, et merveille. puis on va découvrir le reste dans votre livre, Jean-Paul Nadéo, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, et puis surtout, la Corse, ça fait partie. Et je donne kilomètre par kilomètre de différents tours, tour de la Corse. Et surtout, Jean-Paul, ce qui est important, c'est comme en France, prenez le temps, arrêtez-vous, avec ou sans livre, vous avez un coup de cœur, vous arrêtez. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, nous avons Nathalie qui nous rejoint, qui elle aussi veut nous parler de sa route des vacances. Nathalie, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes du Vigan, vous? Exactement. Donc, un petit village dans les Cévennes méridionales. Alors, vous voulez nous raconter aujourd'hui, puisqu'on est mi-août, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la route des vacances, votre route des vacances, vous? Alors, exactement. Alors, la route des vacances, je vais dire oui et non, parce que c'est vraiment un coin où j'ai grandi, mais effectivement, sur plusieurs côtés, c'est une route mythique. Où effectivement j'ai passé mes vacances l'été avec sac à dos et puis randonnée avec les amis on va dire de 15 à 19 ans à peu près. Ouais. Une très belle route donc qui naît au cœur des Cévennes dans un tout petit village qui s'appelle Mandagou. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, on est à la limite du parc national des Cévennes et dans un petit village perché qu'on appelle aussi le Petit Nice. Comment vous appelez Mandagou? C'est M-A-N-D-A-G-O-U-T? Exactement. Ah ok, super.
Voilà, je suis en train de le situer également. Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans cette route? C'est parce qu'en fait, elle est dans une semi-montagne. Elle est... mais c'est très Tour de France, ça, Nathalie, quand même. Exactement. Alors voilà pourquoi elle est mythique. Parce que peut-être je suis un peu chauvine, ok, mais parce que le Tour de France l'année dernière, exactement, y est passé. C'est une route qui est relativement dégagée jusqu'à un certain niveau, puisqu'on atteint rapidement les 1300 mètres. On arrive donc dans le parc national des Cévennes, et là on est vraiment dans la forêt domaniale de l'Égual, hein, et avec un point de vue jusque, vous pouvez voir la Méditerranée depuis le col de la Luzette. On a Montpellier, hein. Enfin, en fait le Vigan est là où vous nous emmenez, c'est exactement situé entre Montpellier et Mende, pour ceux qui connaissent pas du tout ce coin. En fait, alors c'est très loin, mais c'est au centre des deux, quoi. Voilà, on est aux portes aussi du plateau du Larzac. Hein. Le Larzac c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et puis oui, elle a été beaucoup empruntée pendant des années par le Critérium des Cévennes. Hein. Donc là, c'était un critérium automobile. C'est parce qu'il y a notre ami François qui réagit là sur le Critérium automobile. Vous connaissez François Alain? C'est une région où effectivement il y a beaucoup de choses entre les circuits, les rallyes, il y a de quoi faire. C'est aussi une magnifique région où il y a une vraie culture automobile et sportive. Et alors il y a aussi une culture historique sur cette jolie route, Nathalie. Tout à fait. Donc ce sont tout ça, c'est des notamment quand vous arrivez en haut du col de la Luzette, vous pouvez voir, mais elle est très très discrète, la tombe d'André Chanson, qui est donc assez académicien. Je crois, sur résistant, voilà, qui s'est aussi beaucoup engagé, qui a comme fille le prénom, j'en suis pas sûre, mais je crois que c'est Françoise Hébrard. Toute une famille d'artistes et d'académiciens très connus. Et puis au niveau de la pastoralité, il y a ce qu'on appelle en patois des drailles, qui permettent donc et qui permettaient aux bergers d'emprunter des routes exprès pour pouvoir emmener les troupeaux en pâture et en transhumance sur le col du Lingas. Et super. Quand vous arrivez après là-haut, c'est vraiment magnifique. Un très beau coin. Juste Nathalie, pour que ceux qui nous écoutent puissent se repérer également, on est plutôt sur la départementale 170 qui passe par Mangui et Bangou, ou est-ce qu'on est pour celle qui passe du côté de Beaulieu pour la route? Alors Mandagou-Beaulieu, vous faites bien de le dire, c'est exactement la même commune. Alors Mandagou étant le chef-lieu, et autour vous avez donc le village principal, Mandagou étant la commune. D'accord. Et donc pour la route, c'est plutôt la départementale, la 170 dont vous nous parlez. D'accord, très bien. Tout à fait. Moi je vous parle de celle-ci. Génial. Et puis parce qu'elle est mythique aussi pour moi, et je vais dire à titre personnel, mon grand-père, du côté de mon mari, était maire à l'époque, et c'est lui qui a ouvert cette route, donc qui a permis à tous les Mandagounais, comme on les appelle, de pouvoir se rendre justement à l'Égual, puisque cette route, le but c'est d'arriver à l'Égual par une petite route, un petit écrin au cœur des Cévennes et de super. Merci beaucoup Nathalie. Après, on montera jusqu'au col de Perfiche également. C'est encore une belle balade à vélo, en voiture, en moto, à pied, en randonnée. Vous allez vous éclater. Merci pour cette belle balade, Nathalie. Avec plaisir. Bon week-end. Bon été. Merci à vous aussi. Notre émission se termine. Sud Radio prend le volant, mais vous avez vu, prend la route aussi, des jolies randonnées à faire. Merci à nos invités. Merci Jean-Paul Nadéo. Merci Laurence. Merci François Alain. Merci Laurence. Et merci Luc Le Baron, dépanneur, garagiste. On vous retrouve la semaine prochaine, Alexandre. Et oui. On est tous les deux au volant. Et oui. Donc on reprend le volant. On reprend le volant samedi prochain. C'est ça. Allez, bon week-end à tous.